Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Ce 9 mai, quel est le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 en Côte d'Ivoire? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de dévoiler le bilan. Ce samedi, on dénombre 65 nouveaux cas, portant à 1667 le nombre de personnes contaminées, dont 769 patients guéris, 877 cas actifs. La réouverture des écoles à l'intérieur du pays était au cœur des échanges du point presse du gouvernement de ce samedi. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a évoqué les dispositions prises par son ministère pour cette reprise de l'école à l'intérieur du pays, reprise annoncée par le chef de l'État lors de son adresse à la nation. Le rapatriement des Ivoiriens bloqués à l'étranger pour cause du Covid-19 se poursuit. Ce samedi, 2 vols en provenance du Mali et du Bénin ont atterri à Abidjan. Au total, ce sont 134 Ivoiriens qui ont pu regagner leur pays. Ils ont été confinés aussitôt à l'INJS. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, soulage la communauté musulmane de sa commune en cette période de Ramadan qui se tient en pleine pandémie. Il leur a fait don de 56 tonnes de sucre et de riz ainsi que 1500 masques de protection dans l'enceinte de la mairie d'Abobo. Soyez les bienvenus sur RTI 1. À cause du Covid-19, le secteur de la mode fonctionne au ralenti, baisse des activités dans les ateliers. Le coronavirus est venu tout chambouler jusqu'à remettre en cause notre rapport avec la mode. Quel est donc l'intérêt d'étoffer sa garde-robe en cette pandémie? Comment les acteurs de la mode vivent-ils cette situation? Quelle inspiration en cette crise sanitaire? Certains, vous allez le voir, ne manquent pas d'imagination. Pour en parler, nous avons invité l'une des jeunes ténors de la mode africaine, l'ivoirienne Fatim Sidimé, célèbre mannequin. Bonsoir, Fatim Sidimé. Bonsoir, Madame Maridor. Alors, la mode, vous le savez, a perdu de son intérêt à cause de cette crise sanitaire. Absolument. Comment cela se ressent-il dans vos ateliers? Très péniblement, difficilement. Très difficilement. Et des acteurs de la mode, malgré tout, ne manquent pas d'imagination. Absolument. Vous avez trouvé une parade. Vous allez nous en dire davantage dans la page culture. On se retrouve dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Fatim Sidibé. Mais on retient, vous êtes toujours avec nous. Vous savez, la sensibilisation continue pour gagner la bataille contre le coronavirus. On veut tous savoir le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de dévoiler le bilan. Ce samedi, on dénombre 65 nouveaux cas portant à 1667 le nombre de personnes contaminées, dont 769 patients guéris, 877 cas actifs à ce jour. Je vous propose d'écouter le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 9 mai 2020, 65 nouveaux cas de Covid-19 sur 573 échantillons prélevés, soit 11,3% de cas positifs, 15 guéris et 1 décès. Nous notons ce jour le décès d'un patient de 70 ans au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Il a été évacué hier d'un établissement sanitaire privé où il était hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille attristée. À la date du 9 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 1667 cas confirmés, dont 769 personnes guéries, 21 décès et 877 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 13 341. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, il est important de rappeler à la population que le virus ne se déplace pas et que c'est nous qui le déplaçons. Et que la réduction du nombre de cas passe par le strict respect de toutes les mesures mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but
de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays, nous devons les respecter. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre de dépistage et d'accueil. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce samedi 9 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Burkina Faso, 744 cas confirmés, au Mali 692 cas, au Libéria 199 cas confirmés, au Togo 153 cas, au Bénin 284 cas confirmés, au Sénégal 1634 cas confirmés et loin du continent africain, les États-Unis enregistrent 1 297 549 cas confirmés, 77 744 décès. Et dans le monde entier, au total, on dénombre 3 991 010 cas confirmés, 276 815 décès. Je l'annonçais dans les titres ici en Côte d'Ivoire, la réouverture des écoles à l'intérieur du pays était au cœur des échanges du point presse du gouvernement de ce samedi. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a évoqué les dispositions prises par son ministère pour cette reprise de l'école à l'intérieur du pays. Je rappelle, avait été annoncée par le chef de l'État dans son adresse à la nation le 7 mai dernier. On en sait plus avec Michel Digré. C'est finalement le 18 mai que les élèves de l'intérieur du pays reprendront effectivement le chemin de l'école. La semaine prochaine sera mise à profit pour préparer cette réouverture des salles de classe. La mise en état de fonctionnement de tous les établissements scolaires pour accueillir les élèves et le personnel. La mise en place d'une plateforme pour l'inscription en ligne de tous les élèves, enseignants et personnel administratif confinés à Abidjan afin d'organiser le retour sécurisé de ceux-ci vers l'intérieur du pays du 11 au 17 mai 2020. La reprise des cours induit des réaménagements d'ordre pédagogique. Le réaménagement du calendrier scolaire allant du 18 mai au 14 août 2020, période au cours de laquelle tous les enseignements et évaluations doivent se tenir, en commençant par les révisions et la consolidation des acquis des apprentissages à distance. L'allègement des programmes pédagogiques pour tenir dans le calendrier ainsi établi. Au niveau de l'enseignement préscolaire, l'on note la mise en vacances des tout-petits de la maternelle dont le programme était presque achevé lorsque la mesure de fermeture des écoles est intervenue. Au primaire, un dispositif spécial sera mis en place. Une organisation prudente de l'occupation des salles de classe par rotation, un jour sur deux, entre les classes de CE2, CM1 et CM2 et celle de CP1, CP2 et CE1. Pour ce qui concerne l'enseignement général et technique, des mesures ont été également prises pour atténuer les risques de contamination au Covid-19. Dans les établissements à gros effectifs, l'option d'une rentrée progressive est prise en commençant par les classes d'examen, c'est-à-dire 3e et terminale. La répartition spatiale des élèves dans les salles de classe en tenant compte des mesures et gestes barrières. L'observation méthodique de cette option sur la période de 2 semaines avant d'envisager la rentrée des classes intermédiaires. Le ministre Siandou Fofana, lui, s'est appesanti sur les impacts des dernières décisions prises par le président de la République sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. À l'intérieur du pays, désormais,
le couvre-feu est levé depuis hier, vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction qui visaient les restaurants, les maquis, les bars, les boîtes de nuit, les cinémas et les lieux de spectacle ont été suspendues ou levées. La mesure de restriction du rassemblement de population initialement plafonnée à 50 personnes passe à 200 personnes. Ce qui voudra dire que désormais, les salles de réunion dans les hôtels et autres lieux d'événements pouvant regrouper 200 personnes sont rendues possibles. Néanmoins, il est impératif que les mesures barrières et de distanciation sociale soient respectées. Les questions sanitaires et sécuritaires ont été également abordées comme d'habitude à ce point presse. Dans ces circonstances d'allègement des mesures restrictives, tout non-respect des mesures sanitaires en vigueur ferait courir le risque d'une seconde vague de contamination difficilement maîtrisable. Tous les sacrifices consentis jusque-là auraient été vains et les espoirs d'un retour général à la normalité dans les meilleurs délais seraient anéantis. La période de sensibilisation étant désormais échue, invitons au nom de tous les hauts commandements des forces militaires et paramilitaires, en relation intelligente avec les agents de santé, à l'intensification du contrôle des mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur, notamment le statut de négatif au Covid-19 pour tout postulant à l'accès et à la sortie du Grand Abidjan. Comment faire en sorte que la levée progressive des restrictions pour lutter contre le Covid-19 ne constitue pas un facteur de contamination des populations? La résolution de cette équation passera par une implication de tous. C'est la recommandation faite par les autorités gouvernementales à la fin de cet échange avec la presse. Et suite à l'adresse à la nation du président de la République le jeudi dernier annonçant un allègement des restrictions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le comité de veille de la communauté musulmane réuni en présence des premiers responsables du COSIM et du CODIS a arrêté des mesures portant sur l'ouverture des mosquées à l'intérieur du pays avec un certain nombre de dispositions. Je vous propose le reportage de Mamadou Kwasi. Mesures concernant les mosquées. 1. Les 5 prières obligatoires sont autorisées dans les mosquées à l'intérieur du pays. 2. L'ouverture d'une entrée et une sortie pour les hommes et une entrée et une sortie pour les femmes. 3. Chaque entrée devra disposer d'un dispositif de lavage des mains. 4. La fermeture immédiate de la mosquée après l'accomplissement de chaque prière obligatoire. 5. L'organisation de tafsir, prêches, rupture collective et des prières de tarawih et de tahajjud doit se faire tout en respectant les mesures barrières et de distanciation sociale. 6. Le nombre de personnes présentes dans la mosquée ne devra pas excéder les 200 fidèles. B. Mesures concernant les fidèles. 1. Chaque fidèle devra venir à la mosquée muni de son cache-nez et de son tapis de prière. 2. Chaque fidèle devra se laver les mains avant d'accéder à la mosquée. 3. Le respect des mesures de distanciation physique devra être observé. C. Responsabilité des imams et des comités de gestion. Les imams et les comités de gestion sont responsables du respect des mesures énoncées ci-dessus. Ils devront par conséquent prendre toutes les dispositions nécessaires à leur stricte application en mettant en place un service d'ordre pour y veiller. En cas de non-respect des dites mesures, leur responsabilité est engagée. Le Grand Abidjan n'est pas concerné par les mesures édictées ci-dessus. Voilà, c'était la déclaration du COSIM et du CODIS au micro de Mamadou Kwasi, déclaration portant sur les mesures sur l'ouverture des mosquées à l'intérieur du pays.
Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, soulage la communauté musulmane de sa commune en cette période de Ramadan qui se tient malheureusement en pleine pandémie. Il leur a fait don de 56 tonnes de sucre et de riz ainsi que 1500 masques de protection. C'était dans l'enceinte de la commune. Nous, on en sait plus avec notre reporter Cheikh Koné. C'est un geste devenu une tradition à chaque mois de Ramadan à Bobo. Cette année encore, sur fond de crise sanitaire mondiale, le maire de la commune, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, est venu au secours de la communauté musulmane d'Abobo. C'est un acte de foi posé par le donateur, selon le porte-parole des bénéficiaires. Dans un temps de confinement, de maladie, un sac de riz, c'est bon. Un carton de sucre, c'est aussi beaucoup. Mais si vous donnez des tonnes de riz, des tonnes de sucre, nous n'avons pas d'autres mots que de vous dire merci. Vous avez changé le visage d'Abobo. À Bobo, il y avait tellement d'insécurité avant, mais aujourd'hui, je crois que tout va bien. Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, Abobo est fier de vous. 45 tonnes de sucre, 11 tonnes de riz, 1500 masques de protection et plus de 10 000 kits alimentaires. Telle est la substance des dons du ministre d'État. Ces vivres et non-vivres sont entre autres destinés aux guides religieux et aux associations islamiques. Une manière de les assister en ce mois béni. C'est notre devoir en tant que municipalité de venir vous aider. Pour revenir à l'actualité du moment cristallisé par la pandémie du coronavirus, Ahmed Bakayoko a invité la communauté au respect strict des mesures barrières, mais surtout à éviter certaines attitudes peu recommandables. Je compte sur vous pour que nos populations soient sensibilisées sur l'application des mesures barrières, les mesures de distanciation. Et on prendra toutes les mesures pour que ces kits ne se retrouvent pas dans le commerce. Ce n'est pas des masques à aller vendre. Je ne veux pas retrouver ces masques dans les quartiers, dans les carrefours en vente. Le président de la République a demandé que ces masques soient distribués gratuitement à la population. Après ce moment de partage et de bénédiction avec la communauté musulmane, juste à côté, le ministre d'État a tenu à rencontrer un groupe de femmes du marché d'Abobo. Ces femmes, dans une vidéo publiée la veille sur les réseaux sociaux, ont interpellé le premier magistrat de la commune sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités commerciales. J'ai fait une vidéo pour dire au maître de faire face à mes femmes parce qu'elles sont très fâchées. Vous savez, il y a tellement de choses à faire que ce n'est pas tout qu'on prend en charge en même temps. Je retiens votre cri de cœur, on va faire face. Et s'il y a un truc, il faut écrire. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'habituent maintenant, quand il y a juste un problème sur les réseaux, on va réagir. Parce que moi, je suis pour une gouvernance de la transparence. S'il y a un problème, on se le dit et on voit ce qu'on peut faire. Séance tenante, une enveloppe et plus de 100 kits alimentaires leur ont été remis. Ahmed Bakayoko a fait ensuite la promesse de mettre à disposition de ces femmes un fonds d'un montant de 10 millions de francs CFA pour des activités génératrices de revenus. Ces femmes, toutes commerçantes dans le marché d'Abobo, sont au nombre de 600. Le port des masques fait partie des gestes barrières. L'État, on le sait aussi, a commandé plus de 200 millions de masques pour les distribuer gratuitement aux populations en vue de lutter contre le Covid-19. 51 millions de cache-nez sont disponibles donc depuis quelques jours et la nouvelle pharmacie de la santé publique a commencé la distribution gratuite après les forces de défense et de sécurité, les collectivités et notamment l'UVICOSI, l'Union des villes communes de Côte d'Ivoire. Ces collectivités-là ont reçu leur dotation, comme nous l'explique Franck Quadio. Rendre disponible les cache-nez pour tous, l'un des axes forts de la réussite du respect des mesures barrières au Covid-19, un credo pour l'État ivoirien qui a chargé la nouvelle pharmacie de la santé publique de la distribution au niveau national. Comme annoncé par le gouvernement ivoirien, nous sommes dans la continuité de la distribution des masques. Hier, nous étions au niveau des forces armées et de la police nationale. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'UBIC aussi, des VRI. Nous sommes dans une phase un peu élargie de cette distribution.
Après les mairies, nous irons au niveau des transporteurs. Et maintenant, les collectivités, avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et Vicosi, il s'agit d'aller au plus près des populations. Aujourd'hui, le plan du gouvernement, c'est de pouvoir permettre que le masque soit accessible gratuitement à toute la population. Donc au fur et à mesure, nous entrons plus dans la proximité avec la population. Nous avons 4 777 500 masques. Et là, nous sommes en train de décharger près de 1911 colis destinés aux municipaux. Rappelons que la Côte d'Ivoire avait annoncé la mise à disposition de plus de 200 millions de cache-nez. Il y a eu un premier arrivage de 51 millions de ce dispositif sanitaire. Toutes les couches sociales devraient au cours de cette opération en recevoir. L'objectif est de freiner durablement l'avancée du Covid-19. Dans l'actualité également, le rapatriement des Ivoiriens bloqués à l'étranger pour cause du Covid-19 se poursuit. Ce samedi, 2 vols en provenance du Mali et du Bénin ont atterri ici à Abidjan. Au total, ce sont 134 Ivoiriens qui ont pu regagner leur pays et ils ont été aussitôt confinés à l'INGS où ils seront pris en charge totalement par le gouvernement. Lansene Bakayoko. Après les 74 de vendredi en provenance de Dakar, ils sont 134 ressortissants ivoiriens bloqués à Bamako et à Cotonou suite à la fermeture des frontières qui ont pu atterrir ce samedi après-midi à Abidjan. Ils ont été transportés par 2 avions de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Nous, on était partis au Mali pour une mission à la demande d'une société malienne. Et la mission est terminée, on ne peut pas rentrer au pays. Cela entraîne des surcoûts au niveau des charges. C'est très difficile. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui chez nous parce que ce n'est pas évident. Tu es à l'étranger, il faut payer l'hôtel, il faut payer la nourriture. Franchement, c'est vraiment un ouf de soulagement. Retrouver la chaleur de la mère patrie après tant d'incertitudes, il y a forcément quelque chose de magique. Et les autorités ont mis le paquet pour rendre confortable l'épreuve de confinement. Restez tranquille, écoutez les instructions des gens qui vous attendent là-bas, de l'équipe qui vous attend là-bas. Même la nourriture, vous ne payez pas. Et on va attendre tranquillement les résultats de vos examens. À l'INGS, où les concernés passeront les 14 jours prescrits, toutes les conditions logistiques et de prise en charge médicale sont réunies. Une visite sommaire dans le centre d'hébergement nous a permis de voir des chambres bien équipées avec toutes les commodités. En tendant les bras à ses ressortissants en détresse, la Côte d'Ivoire montre sa détermination à protéger tous ses enfants face à l'adversité. Ces efforts se poursuivent parce que c'est en collaboration avec d'autres pays et d'autres compagnies aériennes. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire qui nous accompagne dans ce processus va dans certains pays. Pour les pays auxquels elle n'a pas accès pour l'instant, nous cherchons une collaboration avec les autres pays. Petite précision, les avions affrétés sont toujours occupés de moitié, histoire de tenir compte de la distanciation sociale inscrite dans les mesures barrières. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, est aussi actif sur le terrain. Il a effectué aujourd'hui une visite de travail sur plusieurs sites de production d'eau dans le district d'Abidjan. De Yopougon à la Riviera en passant par Abobo et Angré, le ministre Laurent Tchagba, qui avait à ses côtés le directeur général de l'Office national de l'eau potable, ONEP, s'est imprégné des forces et faiblesses de ces sites qui alimentent le district d'Abidjan. Jean-Luc Bambo. Yopougon, zone industrielle. C'est ici, à la station Niangon 1 et 2, que le ministre Laurent Tchagba démarre cette visite de terrain des sites de production d'eau potable à Abidjan. Cette station qui produit 90 000 m3 d'eau par jour et dessert 70% de la commune de Yopougon subit une forte pression liée à l'urbanisation de sa zone d'implantation. Comme ces autres sites visités ce jour, Abobo Anador, Angré Djibi ou encore Riviera Centre. Nous avons des sites stratégiques où l'urbanisation a déjà gagné, je dirais, les champs captants. Et des dispositions sont prises avec notre fermier, avec l'ONEP, pour que des travaux soient faits pour sécuriser ces champs captants. Parce que si ces champs captants sont envahis par l'urbanisation et par les activités humaines, on risque donc de polluer, disons, la ressource. Au cours de cette visite, le ministre de l'Hydraulique est revenu sur des problèmes d'approvisionnement en eau potable et surtout
sur la nécessité d'y apporter des réponses idoines. Notre volonté et notre objectif, c'est de faire en sorte que dans le Grand Abidjan, nous ayons à donner de l'eau aux populations et aux ménages 24 heures sur 24. Mais cet objectif n'est pas encore atteint. Nous pensons que nous sommes à 70%. Il reste encore 30% d'efforts à faire pour que nous arrivons à 24 heures sur 24 dans le tout Abidjan. Ce sont au total 22 sites de production qui alimentent tout le district d'Abidjan en eau potable. 22 sites qui produisent ensemble un volume moyen de 580 000 m3 d'eau par jour. Le ministère de la Ville vient de procéder dans la commune d'Atekoubé à l'opération Zéro Covid-19 dans les quartiers précaires. Et cette campagne sera marquée par des messages de sensibilisation, mais aussi de distribution de dons, comme nous le dit Mamadou Kwasi. Quartier Santé 3, appelé communément Mossikro, dans la commune d'Atekoubé. Dans ce quartier, le respect des gestes barrières n'est pas une réalité. Et quand tu les interroges, chacun y va de sa réponse. Bon, j'ai laissé ça à la maison aussi. Quand je sors pour aller jamais je porte. Mon quartier comme ça aussi, je porte pas. Cassidé est là. Ça est dans le portefeuille. J'ai oublié. Seules quelques personnes portent les cache-nez ou encore respectent la distanciation physique. Corona, ils ont dit c'est vrai. Avant, ils ne prenaient pas aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est au sérieux. Donc, c'est loin de ça. Quand on dit qu'ils n'ont qu'à porter, que ça m'étouffe. Alors que moi, ici, dedans, tous les jours, ça ne me dit rien. Je vois que c'est pour moi-même ma santé. Même si je vois les gens passer, je leur dis, où est ça? Quand je dis où est ça, là, il y a d'autres qui commencent à rire. Ça y est à la maison, il y a d'autres qui disent que ça y est dans mon porte-monnaie. Je dis porter. C'est ce quartier qui a servi de cadre au lancement de l'opération Zéro Covid dans les quartiers précaires. Une initiative du ministère de la Ville pour renforcer les campagnes de sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Il s'agit de faire comprendre aux populations des quartiers défavorisés l'importance du respect des mesures arrêtées par le gouvernement. Pour cette première phase, les responsables de communautés et d'associations ainsi que les guides religieux ont reçu des kits de prévention. À cela s'ajoutent des vivres pour soutenir ces populations démunies en cette période de lutte contre le Covid-19. Cette opération vise à sensibiliser et soutenir les populations vivant dans ces quartiers défavorisés et dans des conditions difficiles parce que tout le monde a le droit à la ville. Le ministre François Abé Amicha entend faire en sorte que le Covid ne descende pas dans les quartiers défavorisés. Nous allons organiser à travers tous les 135 quartiers défavorisés d'Abidjan l'opération Zéro Covid. Déjà, ces bénéficiaires de la commune d'Atekoubé ont promis d'être des relais dans cette campagne de sensibilisation. La riposte contre le Covid-19 se poursuit dans notre pays. Après avoir présenté des gels hydroalcooliques, l'université Félix Houphouët-Boigny récidive avec un nouveau produit. Il s'agit d'un désinfectant biologique conçu en 2017 pour les besoins de la recherche. Ce produit pourrait contribuer à lutter contre le coronavirus. Il a été présenté à la presse cette semaine. Didier Nguessan. Ce produit est un désinfectant. Il est conçu dans ce laboratoire de l'unité de recherche sur les phytomédicaments de l'UFR de biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny. Selon Dr Kamara Brahima, le désinfectant est biologique et agit sur les micro-organismes. Il peut être appliqué sur toutes les surfaces. Nous avons mis au point un biodésinfectant qui est un produit à base d'extraits de plantes qui sont généralement consommés par nos populations et qui ont donné une activité à la fois sur les virus, sur les champignons et les bactéries. Ce Prorali que nous avons mis au point là peut être utilisé pour la désinfection des surfaces, des lieux publics, des hôtels, des voitures. Et ce produit-là a l'avantage d'être biodégradable. Ce produit conçu en 2017 est breveté à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Il pourrait contribuer à la lutte contre le Covid-19 s'il est produit à grande échelle. Il a donné des résultats assez significatifs parce qu'il est déjà utilisé avec les banquiers à Korogo. Formidable. Mais maintenant que cette pandémie est venue, il faut donc une production à grande échelle. Il s'agit de réajuster le laboratoire qui fabrique ça. Et en investissement sur certains appareils, il y a la solution pour les partenaires. Ils vont nous aider, l'État aussi,
on attend que l'État nous apporte un soutien. L'unité de recherche sur les phytomédicaments a reçu le prix de la recherche en 2014 et celui de la meilleure action de valorisation de la recherche et d'innovation en 2015. La chaîne de solidarité continue d'être tissée en cette crise sanitaire qui frappe l'humanité. L'entreprise minière intervenant à Bonikro, dans le département de Iré, vole au secours des populations de la sous-préfecture de Iré. L'entreprise vient de faire don de vivres et non-vivres d'une valeur de 60 millions de francs CFA. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. 10 tonnes de riz, 1 tonne de sucre et 16 000 bouteilles d'huile. À cela s'ajoutent des non-vivres constitués entre autres de kits sanitaires de protection. C'est le don de la société minière de Bonikro aux populations de la sous-préfecture d'Iré, dans le département de Divo. Un appui à ces populations pour faire face aux effets du Covid-19. Le directeur général d'Afrique Gold, Tyros Mulputer, a déclaré que par ce geste, sa société veut montrer son engagement actif et sa solidarité avec le gouvernement et la population. Il rassure que ces dons seront mensuels jusqu'en juin 2020. Ces dons réceptionnés par le sous-préfet et par le maire d'Iré seront redistribués aux populations démunies. Ils se réjouissent de cette action de solidarité qui vient soulager les populations. Un sentiment de satisfaction et par rapport à ce geste, comme je l'ai dit dans mes propos, je l'ai dit, c'est dans ces moments difficiles qu'on voit des vrais partenaires, des vrais amis. La mine, par ce geste que vous-même vous constatez, a prouvé qu'elle est à Iré et elle fait partie de Iré. Depuis le 21 mars 2020, la société exploitante des mines d'or d'Iré et de Bonikro a pris diverses initiatives afin de doter les hôpitaux de Iré et d'Oumé en équipement sanitaire tout en appuyant la campagne de sensibilisation en cours. La société donatrice est une grande employeuse de main-d'œuvre dans la sous-préfecture d'Iré, soit environ 1000 emplois permanents. Elle participe depuis 2008 au développement communautaire avec des investissements dans les infrastructures socio-économiques d'un montant total de 3,5 milliards de francs CFA. Le ministre des Sports, Claude Daon-Paulin, est en tournée dans les villes retenues pour abriter la CAN de football en 2023. À Boaké, les choses avancent très bien. La pandémie du coronavirus n'a pas du tout freiné les travaux. Une cité de 32 villas de luxe, 4 terrains d'entraînement et le stade de la paix en reconstruction. Coût global des travaux environ 79 milliards de francs CFA financés par l'État ivoirien. Kader Sogodogo. Quartier Kennedy, Boaké. 32 villas de luxe sont en construction. Il s'agit de renforcer l'offre d'hébergement des délégations officielles pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en terre ivoirienne. Pour ce rendez-vous continental du football, Boaké va abriter une poule. Le ministre des Sports, Claude Daon-Paulin, est en visite sur les chantiers pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux en cette période de crise sanitaire. Avec cette cité de 32 villas, Boaké bénéficie de la réhabilitation de 4 terrains de sport. Le collège technique, le lycée technique, l'ancien stade et le lycée classique. Des observations lors de la visite. Nous avons voulu que les stades d'entraînement soient installés à l'intérieur des établissements scolaires pour qu'après la CAN, ces infrastructures puissent servir pour l'OASU, le sport scolaire et universitaire. C'est pour cela que j'insiste pour que sur ce chantier, on puisse aménager en dehors du stade et des vestiaires, on puisse faire la tribune. Temps fort de cette visite, le stade de la paix en plein travaux. Construit pour la CAN en 1984 avec une capacité de 25 000 places, sa capacité passera à 40 000 pour la CAN 2023 avec des commodités modernes. La ville veille sur les travaux. Ils ont veillé à ce qu'il n'y ait pas de licenciement. Et cela est très important quand on connaît la situation sociale d'une ville comme Boaké. L'ensemble des travaux pour la CAN 2023 à Boaké est réalisé par une entreprise portugaise. Environ 79 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'État de Côte d'Ivoire. Et les choses avancent bien. Nous avons maintenant 650 personnes ici. Avant le Covid, nous avons aussi 650 personnes, c'est-à-dire qu'on maintenu toutes les personnes ici. Pour tous les ouvrages, 48%. État des lieux satisfaisant pour l'émissaire du gouvernement. Nous sommes venus, nous avons vu les chantiers évoluer avec une bonne vitesse de croisière, malgré les vicissitudes et malgré les restrictions liées à la pandémie, à coronavirus. Nous repartons très satisfaits.
Nous avons vu une entreprise citoyenne engagée à tenir les délais. Nous avons vu les populations et surtout les employés déterminés et au travail. Solidaire des populations de Bouaké, l'entreprise en charge des travaux a fait don de 5 tonnes de riz, 1000 litres d'huile et des intrants pour lutter contre la propagation du coronavirus à Bouaké. À l'étranger, le Royaume-Uni veut imposer 14 jours d'isolement aux personnes arrivant de l'étranger. Le gouvernement britannique a pris cette décision en vue d'éviter une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Les opérateurs aéroportuaires ont de leur côté déclaré que cette quarantaine était susceptible d'avoir un impact dévastateur sur le secteur du transport aérien et sur l'économie dans son ensemble. La maladie a fait à ce jour, je rappelle, 31 241 morts au Royaume-Uni, soit le deuxième bilan le plus lourd au niveau mondial. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a procédé à l'inauguration de l'agence e-Passeport de la Guibi à Angré, c'est dans la commune de Cocody, et c'est le 5e site d'enrôlement de passeports biométriques dans le district d'Abidjan. L'agence, vous allez le voir, est équipée de matériel de pointe. Le reportage est signé Konati Moussa. Une nouvelle agence pour la confection du passeport biométrique. Située à Angré dans la commune de Cocody, l'agence e-Passeport de la Djibi dispose d'équipements de haute technologie avec toutes les commodités. Rapidité dans l'exécution des services, l'enrôlement se fait en ligne. Cette dématérialisation-là, dont cette agence digitale est le prolongement, va vraiment faciliter la vie à nos usagers en ce sens qu'à partir de leur domicile ou de leur bureau, ils feront plus de 80% du processus d'obtention du passeport. Et à l'arrivée sur le site, en 15 minutes maximum, ils se verront délivrer le récépissé d'enrôlement pour avoir leur passeport en 72 heures après la validation des services de police. L'agence e-Passeport de la Djibi est inaugurée par le général Vagondo Diomandé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile se félicite de la collaboration avec l'entreprise en charge de l'établissement du passeport biométrique en Côte d'Ivoire. Je salue la direction de SNEDAI et je voudrais dire au nom de l'ensemble des membres du département dont j'ai la charge, notre fierté de l'avoir comme partenaire. Les Ivoiriens sont maintenant informés que l'obtention du passeport peut se faire très rapidement pourvu que les documents qu'on vous demande soient en règle et conformes. À ce jour, le district autonome d'Abidjan compte 5 sites d'enrôlement pour le passeport biométrique. Autre sujet, au décor, cette semaine, cette tenue au plateau est dans les locaux de la Société nationale de développement informatique. L'installation du président du conseil d'administration de cette institution, Arthur Aloko-Kwasi, est celui qui définira désormais la stratégie globale de cette entreprise. L'installation s'est faite en présence du directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique et de la Poste. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. Au lendemain de la levée des mesures de restriction par le chef de l'État, la vie a repris son cours normal à l'intérieur du pays, comme c'est le cas à San Pedro, où notre correspondant Sam Konan a sillonné des restaurants, des maquis et des bars qui ont rouvert et accueilli leurs premiers clients. Cependant, des gestes barrières comme la distanciation sociale ne sont pas observés dans certains bars malheureusement. Fermés depuis le 24 mars dernier, les restaurants, maquis, bars et boîtes de nuit de San Pedro ont rouvert ce vendredi 8 mai 2020, suite à l'annonce faite par le chef de l'État. À la rue des Maquis au quartier Lac, par exemple, après le nettoyage des espaces, les premiers plats sont servis aux clients. Très heureux, quand nous avons compris la nouvelle, ça a été un soulagement. On dit merci au président. La nuit tombée, les maquis et bars prennent la relève. Ici également, on a ouvert. Fini ce moment difficile dû au Covid-19. La reprise de nos activités, ça va nous permettre quand même d'entrer dans nos fonds. Rester à la maison pendant près de 2 mois, sinon 1 mois et demi, c'est vraiment une situation très pénible pour nous. En tout cas, ce soir-là,
Je ne sais pas comment il a fait, si il peut danser ou si il peut faire quoi, je ne sais pas comment faire. Donc je suis tellement contente. Je dis merci à le président qu'il a pensé à nous. On va dire à nos clients de respecter les mesures. Sinon, s'il y a un autre cas, on ferme les tonneaux, on perd encore. Du côté des bars, c'est l'ambiance des grands jours. Les espaces sont pris d'assaut. L'attente fut longue, selon certains clients, comme Mathieu Aka. Si ça nous manquait plus d'1 mois, on était dans la maison, après des confinements là, on ne pouvait pas se divertir. Mais aujourd'hui, le président nous a donné la liberté de pouvoir s'amuser. La réouverture des restaurants, maquis et bars est effective à l'intérieur du pays. Mais qu'en est-il des gestes barrières, comme la distanciation physique, par exemple? Bon, nous sommes dans un espace, voilà, même si les clients vont prendre 1 mètre, bon, avec la danse, ça fait que les clients se rapprochent légèrement. Voilà, mais après, si on prend les mesures de distanciation, nous avons mis tout ce qui est mesures à l'écran. Le maire de la commune de San Pedro, que nous avons rencontré lors d'une cérémonie, se veut ferme. Il faut retenir tout ce qui a été dit avec. Alors si on retient que les maquis sont ouverts, on peut aller boire. Il ne faut pas oublier qu'en buvant, il faut respecter les 1 mètre qui séparent chaque personne. Et celui qui ne respecte pas, le maquis sera amendé, le restaurant ou l'hôtel sera amendé ou fermé. Vivement que chacun s'y mette pour éviter à San Pedro de connaître le même sort qu'Abidjan. Si de nouveaux cas positifs dus au coronavirus sont déclarés. Respectons tous les gestes barrières. La Fondation Magic System et l'Union européenne ont depuis 2 mois lancé une caravane de solidarité à travers le pays pour sensibiliser sur le respect des mesures barrières, mais aussi pour faire des dons aux populations démunies. Et la 3e étape de cette caravane de la solidarité a été lancée à Alépé. Franck Quadio. Alépé, comme toutes les localités en Côte d'Ivoire, connaît les affres et difficultés du quotidien liés au coronavirus. La chaîne de solidarité de la Fondation Magic System y a fait une escale dans leur besace, des kits sanitaires et des vivres pour 300 familles vulnérables. Bon, j'étais très contente ce matin de recevoir tous ces dons parce qu'on avait vraiment de difficultés à Alépé. Surtout, nous, les handicaps, on souffre beaucoup. Des dons aux populations fragiles, mais aussi un tout autre prétexte, le lancement de la 3e phase de la caravane de la solidarité. Aux côtés d'Assalfo, le président de la Fondation Magic System, l'Union européenne, l'ambassadeur de la République d'Allemagne, la Fondation Didier Drogba et plusieurs autres partenaires. Une 3e phase qui commence par Alépé, que nous visitons aujourd'hui, et qui va s'étendre sur d'autres communes, pour ne pas dire d'autres quartiers. Parce que la spécificité de cette 3e phase, c'est d'être dans la proximité avec les populations. Donc nous allons parcourir des quartiers avec des ONG, avec des personnes de bonne volonté qui voudront nous aider à toucher au plus proche ces familles-là. Des villages ou des quartiers comme Boribana, comme Yaosei, Port-Boué-2, Gonzagueville, Adjoufou, sont des quartiers qui vont être touchés dans cette 3e phase. C'est la fête de l'Europe. Donc normalement, on fait toutes sortes d'activités. Et alors on a réfléchi, mais c'est quoi en fait cette fête, cette journée de l'Europe? Mais la journée de l'Europe, c'est montrer les valeurs qui sont les fondements de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est la paix, c'est le développement, c'est la protection de l'environnement, c'est l'éducation, mais c'est aussi la solidarité. Je veux dire merci à la Fondation Magic System qui nous a mis en contact avec Alépé, avec le peuple Alépé, pour rendre visible cette importance, cette mission que nous avons d'aider et de soutenir et de nous montrer unis au peuple ivoirien. Nous sommes toujours dans le même esprit que Magic System et l'Union européenne, c'est-à-dire soutenir le maximum de familles possibles qui ont pu être impactées par les mesures qui ont été prises. La 3e phase de cette caravane de la solidarité, relevons-le, lancée il y a 2 mois, prendra fin le 15 mai prochain. Plusieurs villes de l'intérieur du pays seront visitées, mais l'accent sera mis sur des quartiers précaires dans le paysage abidjanais. Ces quartiers, là où le message devrait davantage s'accentuer sur le respect des mesures barrières, car on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti de l'auberge, alors continuons de respecter les gestes barrières.
Je l'annonçais en début de journal, le secteur de la mode subit de plein fouet la crise sanitaire qui frappe le monde. Mais les créateurs doivent trouver des solutions pour limiter la casse. Quelle inspiration, imagination en pleine pandémie. On en parle maintenant avec notre invité Fatim Sidimé. On vous retrouve, Fatim? Oui. De vous à moi, dites. En pleine pandémie, cela vaut-il la peine de chercher à étoffer sa garde-robe? Non, pas forcément, parce que ce n'est pas le premier souci du consommateur. Le premier souci du consommateur en temps de pandémie, c'est se soigner, mais aussi se nourrir. Voilà. Ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, d'autant plus que les vêtements qu'ils ont déjà ne sont pas périssables. Donc, ils vont juste adapter, en fait, en fonction de la circonstance. Et on comprend donc pourquoi les activités sont au ralenti dans vos ateliers. Sont arrêtées pour certains domaines qui sont très liés justement aux stylistes. Vous avez dans la mode différents secteurs. Vous avez les stylistes, vous avez les mannequins, vous avez des photographes de mode. Vous êtes mannequin? J'étais mannequin. C'est vrai qu'il y a des créateurs qui arrivent encore à me faire défiler parce qu'ils sont des mentors pour moi. J'ai eu la chance d'être la muse de plusieurs créateurs. Donc, quand ils me demandent... Plus de 15 ans en tant que top modèle. Exactement. Donc, il y a du vécu, il y a une histoire derrière tout ça. Donc, pour ces créateurs-là, quand ils te demandent de défiler, tu défiles juste pour les honorer et leur dire merci parce que c'est comme ça que tu peux honorer un créateur. Mais en même temps... j'étais en train de citer les différents secteurs. À côté, justement, des photographes de mode, tu as les directeurs de publications, vraiment de magazines typiquement, spécifiquement mode, qui sont tous liés. Donc, ce sont des différents métiers qui sont interliés au sein de la mode. Et donc, tu as les créateurs de mode, les stylistes, qui arrivent à s'adapter à la situation, mais qui ont dû, évidemment, se réduire de moitié ou sinon de plus de la moitié leurs différents personnels. Et sinon, tu as 70% des ateliers qui sont fermés parce que ce sont des métiers de proximité avec les clients. Et c'est donc difficile. Exactement. Une situation difficile qu'évoque également notre consoeur Astou Touré. On va suivre ensemble son reportage et puis on en reparle sur ce plateau. La pandémie du Covid-19 n'arrête pas la créativité des acteurs de la mode. Ils ont décidé de mettre leur expertise au service de la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus à travers la confection des masques. Il y a le confinement, c'est vrai. Comme on est des créateurs, on s'est transformé en fabricant des cache-nez que vous voyez ici. Il y a un besoin quelconque, on nous indique et puis on fait la livraison. Design et texture sont variés, l'objectif étant de rendre agréable le port du masque. Quand on a eu la vraie matière avec le filtre à l'intérieur, j'ai commencé à faire des cache-nez avec une petite touche particulière de Gilles Touré, avec une petite touche assortie à la tenue, assortie au chapeau, assortie à la chaussure. On a personnalisé le cache-nez ici avec la marque Pateo, la griffe Pateo, et les gens aiment beaucoup. La confection des masques répond à des normes. Sur la qualité de ces cache-nez, les créateurs rassurent. L'association est passée par Codinum pour demander un peu comment est-ce qu'on peut travailler. Donc, ils ont dit qu'il faut que ce soit du coton ici. Le cache-nez est déjà dans un emballage. Et il y a une étiquette qui dit un peu comment entretenir son cache-nez parce que c'est du coton, 100%, ce qui est recommandé. Après plusieurs semaines de fermeture, certains créateurs ont réouvert leur boutique, mais dans le strict respect des mesures barrières. J'ai fermé complètement pendant 4 semaines. Et au bout de la 6e semaine, il y avait un besoin de cache-nez qui se sentait, donc on a commencé à en faire. J'ai rappelé 2-3 personnes. Tant qu'on respecte les mesures barrières, tout se passera bien. On ne peut pas aussi négliger les mesures barrières. Ce qu'on peut faire en ce moment, c'est de faire des cache-nez et puis essayer de les vendre parce qu'en ce moment, tout le monde en a besoin. En plus de la confection de masques, les créateurs de mode s'investissent aussi dans la sensibilisation. Les créateurs, justement, ont confectionné des masques qu'on a offerts gratuitement à la population. Et même la semaine prochaine, on fait une action à Nono pour expliquer un peu aux mamans, aux enfants des quartiers, comment se prémunir de ça. Pour faciliter l'écoulement de leurs produits en cette période, les créateurs se sont réinventés dans le e-commerce. Les gens n'avaient plus accès à la boutique. On a continué à avoir quelques clients sur notre page Facebook, quelques vêtements, et on s'arrangeait pour regrouper par zone et puis on livrait. Voilà. Pour soutenir les créateurs et autres acteurs de mode, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et la ministre de l'Éducation Kondia Kamara ont offert des vivres. Voilà, comme on le voit, malgré tout, la mode essaie de survivre et les stylistes, on l'a vu dans l'élément de Astou Touré, essaient de s'adapter, ils essaient donc de fabriquer des masques, mais est-ce rentable? Non, pas forcément, parce que ce n'est pas
Je veux dire, ils ne sont pas à la base des confectionneurs de cache-nez, mais ils s'adaptent à la demande. Vous savez, un créateur, je pense, c'est le type de l'humain en général, de s'adapter aux différentes circonstances qui s'offrent à lui. Si vous vous retrouvez dans une situation en pleine pandémie et que vous êtes créateur de mode, vous avez vos machines, vous avez quelques personnels que vous avez réquisitionnés dans vos différents ateliers, au lieu de ne rien faire, vous préférez répondre à la demande, surtout quand vous avez les prototypes de cache-nez et que vous pouvez les confectionner aux normes. Voilà, du ministère de la Santé. Voilà. Et on a aussi vu que ces stylistes-là, ils mettaient l'esthétique. Absolument. Avec nous, vous avez toujours ce côté esthétique, mais vous avez aussi ce côté qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'en fait, c'est le but de ne pas avoir des personnes qui se ressemblent tous avec des cache-nez dans la ville et tout. Déjà, porter des cache-nez, ce n'est pas évident. Voilà. Alors, Fatim, vous êtes mannequin, qui fait partie aussi, c'est l'un des éléments de la mode. Comment est-ce que vous vivez cette situation? À nous, on est à l'arrêt, totalement. Parce qu'après, c'est ce que je vous disais d'entrée de jeu, le mannequinat, si vous voulez, c'est un métier qui est carrément lié à la productivité, à la créativité des stylistes. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas de modèle à présenter. Donc, en fait... vous pourriez porter les cache-nez aussi pour faire la publicité et oui, puis participer à la sensibilisation. C'est vrai. Si les mannequins le font, ils le font. On a ouvert une campagne, d'ailleurs, on a été les premiers à ouvrir une campagne avec notre émission de télé de sensibilisation vraiment, vraiment à outrance. En disant aux jeunes, en disant aux personnes, faites attention, c'est une maladie qui est réelle, qui existe, qui fait énormément de morts à travers le monde. Donc, voici les différentes mesures barrières. Alors, les mesures de restriction commencent à être progressivement levées. C'est le cas à l'intérieur du pays. On a vu dans certains reportages où le couvre-feu a été levé. Les lieux de spectacle aussi rouverts. Alors, comment vous comptez vous relancer après, quand le Grand Abidjan sera totalement déconfiné? On va le faire quand le Grand Abidjan sera totalement déconfiné, la vie va reprendre son cours. Voilà, je pense que le bon Dieu nous a accordé des vacances obligatoires, seulement qu'on n'était pas apprêtés pour, mais sinon... D'accord. Voilà. Alors, Fatim Sidimé, je l'ai dit, vous êtes promotrice de la mode africaine, top modèle pendant plusieurs années. Vous avez créé même une école des métiers de la mode et du mannequinat. Pour vous, il faut redorer le blason du mannequinat en Côte d'Ivoire. Il faut donner des outils aux mannequins, c'est plus ça. Faire une mise à niveau à celles ou ceux qui sont restés sur la touche. Mais surtout, donner des outils aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'Afrique s'ouvre sur le monde. On est à l'heure de la globalisation. On ne parle plus d'Africaines, on ne parle plus d'Européens. On parle de personnes qualifiées qui ont des outils pour pouvoir réussir dans la vie. Et l'une des plus grandes clés de réussite, c'est la formation. Si vous êtes très bien formé, même si vous êtes boulanger ou que vous êtes mannequin ou que vous êtes couturier, si vous êtes très bien formé, vous devenez le meilleur. En ce moment-là, tout le monde s'incline. Le mannequin, ce n'est pas le dernier de la société, ce n'est pas celui qui n'a pas réussi. Ah non, je pense qu'on est loin d'être les derniers quand même. Et surtout, quand on voit votre parcours, ce sont les meilleurs. Merci Fatim Sidimé d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci pour votre contribution à la lutte contre le Covid-19. Merci. Créativité, ingéniosité, imagination, inspiration. On peut encore compter avec les acteurs de la mode qui s'activent dans leurs ateliers, vous l'avez vu, pour apporter leur contribution à la lutte contre le coronavirus. À chacun donc son masque pour barrer la route à ce virus mortel. Prenez surtout soin de vous. À demain 20h.